Merci beaucoup, bien le bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien déjà, avant toute chose? Est-ce que vous êtes en forme? Un lundi soir en Suisse quand même, magnifique. Merci beaucoup d'être là, merci pour l'invitation au Cercle Rousseau évidemment. C'est un plaisir, c'est une première, donc il y a une forme de dépucelage ce soir, hein, je ne vais pas vous mentir non plus. Autour de ce bouquin, donc au titre léger, hein, sympa, Emmanuel Macron est-il fasciste? Pardon, qui est le titre de livre le plus mal choisi depuis le bouquin de Nicolas Sarkozy en 2001 qui s'appelait Libre. C'est pas une blague, c'est sérieux. Et un titre qui a été trouvé lors d'un apéro. Je vais vous commencer, voilà, on va briser tout de suite le mythe intellectuel de ce qui vous attend. Il y aura des réflexions, mais il y aura des choses un peu plus légères. Ce titre, enfin, l'idée de ce bouquin m'est venue lors d'un apéro avec mon père en 2017, le jour où Emmanuel Macron fait ce fameux discours où il termine en disant « parce que c'est notre projet ». C'est resté dans les annales. On a des proctologues avec nous, donc on est dans le thème. Et ce jour-là, moi j'étais encore en classe prépa, j'avais 20 ans, j'étais frais, j'avais tout compris au monde. Et mon père, autour de l'apéro, me dit « mais ce mec-là, c'est un dictateur ». À 20 ans, moi je suis frais, j'ai tout compris. J'allais apprendre au vieux singe, je lui dis « mais papa, tu peux pas dire ça, c'est n'importe quoi. La Seconde Guerre mondiale, le point Godwin, j'avais tout mis. J'ai vraiment abattu tout mon jeu. » Et il me dit « non, mais ça, c'est pas normal. Tu verras, on aura des surprises. » On en reparle souvent, et ça fait 2-3 ans maintenant que à chaque fois qu'on en reparle, je lui dis « t'avais raison, je te dois des excuses. » Alors, c'est un peu facile hein, d'avoir raison a priori, bon, il ne pouvait pas le deviner, il n'est pas devin non plus. Mais aujourd'hui, cette question peut se poser avec Emmanuel Macron. Elle se pose, maintenant je vais vous divulgacher ce qui vous attend, comme disent nos amis québécois. Vous n'aurez pas la réponse ce soir. Parce que je pourrais vous dire Emmanuel Macron est fasciste, oui ou non. Vous pouvez rentrer chez vous, conforter ce que vous pensez ou pas. Mais au fond, on s'en fout. Ce qui m'intéresse là-dedans, pour paraphraser le rappeur Orelsan, que j'aime bien, qui dit ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et c'est vrai que cette phrase, elle est plutôt juste parce que c'est toute l'idée du bouquin, c'est qu'une réponse à une question fermée, donc à un titre aussi mauvais, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de mettre sur la table, mettre en lumière tous les éléments qui nous poussent à ce genre de réflexion. Donc je ne vais pas vous le prouver par A plus B, mais on va un peu prendre le temps de parler de tout ça, ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à se demander pourquoi Emmanuel Macron serait fasciste, ce qui fait qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, parce qu'il n'est pas arrivé tout seul avec ses petits bras très musclés, on se rappelle la photo Instagram, et surtout, qu'est-ce qu'il y a après Emmanuel Macron? Ce sera un peu la troisième grande partie de ce qui vous attend. Alors, sur le terme de fascisme, c'est un peu un mot valise. On met tout dedans, on met tout dedans. Dans la définition contemporaine, il y a plein de piliers hein, qui permettent de dire, voilà, ça, c'est fasciste. Donc, c'est, par exemple, la censure des médias, faire taire les opposants. Hein. Vous êtes russe, peut-être c'est une ingérence. Assis-toi, camarade. Plusieurs piliers de ce qu'on appelle aujourd'hui le fascisme contemporain. Donc, le fasciste, c'est quand il y a le recours aux forces de l'ordre, c'est le culte de la virilité, la censure des médias, tout ce que vous connaissez. Hein, regardez BFM TV, vous les aurez dans l'ordre. Mais ce qui est important dans le fascisme, c'est que c'est toujours l'autre. C'est Orban, c'est Poutine, c'est Xi Jinping, Mélanie, enfin avant, c'est toujours l'ennemi, c'est toujours l'autre. Personne n'arrive aujourd'hui dans nos médias et dit « je suis fasciste ». À l'exception de Mussolini, qui en est le père politique, on va dire, et de Gabriele D'Annunzio, qui en était le père idéologique, qui est un peu celui qu'on appelle le poète-soldat, qui a un peu inspiré le fascisme. À part Mussolini, personne ne le revendique. Donc c'est intéressant dans cette histoire de fascisme, c'est que c'est toujours les vilains du film, quoi. Pourtant, quand on prend cette grille de lecture, celle qu'on nous met tous les jours dans les médias, hein, donc ce que je vous ai dit, le fascisme, le silence des médias, l'oppression des opposants, le culte de la virilité, de ce que vous voulez, le recours à la guerre, par exemple. Quand on prend cette grille de lecture, qu'on la met à plat, comme une sorte de bingo, Poutine, Orban, Trump et compagnie cochent les cases d'office, hein, on ne leur demande pas leur avis, et parfois on ne prend même pas le temps d'appliquer la grille de lecture. Mais qu'est-ce que ça donne quand on l'applique à Macron? Est-ce qu'il remplit le bingo ou pas? Est-ce qu'on a raison de s'alarmer ou pas? Est-ce qu'au fond, en fait, c'est l'inverse du fascisme? Qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est trop facile de le faire à chaque fois avec le vilain du film. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de Dark Vador, mais dès le début, on sait que... Enfin, de Star Wars, pardon. Dès le début, Dark Vador, on sait qu'il est méchant. Bon. Il n'y a pas besoin à la fin de nous dire, finalement, on ne savait pas trop et tout ça. Mais Macron, normalement, il est gentil. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, de regarder le pouvoir Macron à la lumière de cette grille de lecture qui nous est offerte par nos chers médias. Alors, s'appuyer sur une grille de lecture BFM TV, comme disait Pierre Desproges, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc, j'ai essayé de trouver un cadre plus intelligent, plus concret, sur lequel s'appuient souvent les médias. Parce qu'ils essaient quand même de mettre une couche un peu intelligente
à leur travail, et ils citent souvent Umberto Eco, donc l'auteur du Nom de la Rose, du Pendule de Foucault, un des plus grands auteurs européens de la moitié du XXe siècle, qui avait fait une conférence en 1995, adaptation à son public, qui s'appelait « Reconnaître le fascisme ». Donc il avait décortiqué en 14 points ce qui pour lui était un régime fasciste. Souvent, nos médias l'utilisent comme une sorte de pellicule intelligente, et je me suis dit, on va aller voir plutôt ce que dit Umberto Eco que Christophe Barbier. Voilà. On va essayer d'être un peu plus rigoureux. Et donc, je me suis intéressé à cette conférence, qui est devenue un livre, qui a été publié par la suite en livre, un discours qui avait été fait à l'occasion des 50 ans de libération de l'Europe, et au moment où on reparlait un peu de ces questions-là, qui nous ont jamais vraiment abandonnés. Et donc, Umberto Eco nous donne cette définition du fascisme. Je vais m'auto-citer, ce qui est déjà une marque qui me rapproche de Bernard-Henri Lévy. Pour Umberto Eco, le fascisme constitue une sorte de totalitarisme flou et imprécis, renfermant une diversité d'idées politiques et philosophiques, souvent contradictoires entre elles. Mais sous l'Italie fasciste, il s'agit d'une désarticulation ordonnée, avec ses archétypes tels les arrestations, la liberté de la presse supprimée, les syndicats démantelés, des lois promulguées passant outre le législatif, une défense de la race. Bon, Umberto, il est sympa comme tout, mais on n'est pas plus avancé. Ça reste toujours flou. Mais là où ce qu'Umberto Eco a posé de fondamental, à mon avis, c'est qu'il a fait une distinction entre ce qu'on appelle le fascisme, qui n'a pas vraiment évolué. Comme je vous disais, aujourd'hui, Trump, Poutine, Xi Jinping, ça n'a rien à voir. Pourtant, on met le même mot valise. Pour contrer cela, Umberto Eco a développé le terme dur fascisme, avec le préfixe UR, trait d'union fascisme. Et ce préfixe veut dire, si vous voulez, primaire, originel. Donc Umberto Eco théorise la forme originelle du fascisme. Et il explique bien que justement, cette forme originelle, comme une sorte de poulpe, je commence à avoir faim donc je parle gastronomie, comme une sorte de poulpe va déployer différents tentacules qui se rapporteront au fascisme, mais qui ne seront pas ce fascisme originel. Voilà pourquoi aujourd'hui on met tout dedans. Et que ça donne lieu à des débats assez complexes où, par exemple, Mussolini, faut-il parler de totalitarisme, de fascisme, Hitler, pareil. Il y a un peu ce combat comme ça, lexical, où on ne sait jamais vraiment quel mot mettre, là où les journalistes ne s'emmerdent pas, et c'est fascisme. Donc, Umberto Eco pose cette base-là, qui pour moi était essentielle dans mon travail, et il fait cette grille de lecture en 14 points, je voulais absolument me cacher derrière. Voilà. Quand on a quelqu'un qui développe ce genre de réflexion, autant en profiter pour lire le pouvoir Macron à cette lumière-là. Les 14 points, je vais vous les donner, on en exploitera 2-3, évidemment. On a le culte de la tradition, le refus du modernisme, l'action pour l'action, le refus de l'esprit critique, le consensus par la peur de la différence, la démagogie par la segmentation de la société, la peur de l'ennemi intérieur et extérieur, la diabolisation de l'adversaire, la guerre permanente, l'élitisme populaire, héroïser les individus, le règne du machisme, le populisme qualitatif, novlangue et appauvrissement du vocabulaire. C'est ce qu'on appelle tiercer dans l'ordre, évidemment. Alors, 3 exemples pour creuser un peu la chose et comprendre, voilà, vous montrer comment j'ai essayé de faire ce travail dans le bouquin, parce que mon but n'était pas de prouver absolument oui. Comme je vous disais tout à l'heure, je m'en moquais. C'était vraiment pas le but d'absolument prouver aux gens qui suivent Juste Milieu de dire j'ai la preuve irréfutable que Macron est fasciste. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de démontrer pourquoi tel point pouvait être validé ou pas. Dans le livre, certains points sont invalidés. En tout cas, j'ai apporté une réponse qui était non à la lumière des réflexions que j'y faisais. Parce que justement, je ne voulais pas mettre oui partout, ce qui n'avait pas d'intérêt. Mais c'est vrai que certains points sont un peu curieux. Le premier, la guerre permanente. Nous sommes en guerre, voilà, c'est prouvé. Donc, blague à part, Emmanuel Macron, pour que vous suivez tout ce qu'il dit, il y a ce recours à la guerre depuis quasiment le jour 1. Qui n'est pas forcément dans des formulations aussi évidentes que nous sommes en guerre, mais dans l'usage des mots. Tout ce que dit Macron fait référence à la guerre. Le réarmement de la natalité, par exemple, ce qui est absolument absurde. Le « nous sommes en guerre », évidemment. Plus récemment, c'est la nouvelle position de la France face à la Russie, où on va mobiliser des notions même de patriotisme pour justifier de l'intérêt de peut-être s'engager dans le combat. Emmanuel Macron est quand même le président de la République française qui a remis au goût du jour le service militaire, sous une forme absurde qui s'appelle le service national universel, qui, à mon avis, sort tout droit du cerveau d'un monsieur qui travaille chez McKinsey. Mais la réalité est celle-là. C'est que ce que Jacques Chirac avait enterré, Emmanuel Macron le ressort, et ça ne dérange jamais personne. C'est ce qui est intéressant, c'est que
on a une exagération sur le discours de la guerre, sur le discours belliqueux, et ça ne choque pas. Poutine fait 1/10 de ça, on nous explique qu'il va envahir l'Europe. D'ailleurs, même sans le faire, c'est ce qu'on nous explique. Donc, chez Emmanuel Macron, on a toujours ça. On a toujours cette guerre permanente, quoi qu'il arrive. C'est le langage militaire, c'est la notion de réarmement pour tout et n'importe quoi, c'est le recours au patriotisme quand il le faut, hein, parce que le patriotisme d'extrême droite, c'est pas bien. Le patriotisme pour faire la peau au Ruskov, c'est bien, donc faut jongler aussi. Hein. Et on a en parallèle l'instrumentalisation de l'ennemi intérieur ou extérieur, qui est en lien direct, qui est un autre point que Umberto Eco développe, mais c'est un lien assez direct à chaque fois. Il faut bien faire la guerre à quelqu'un. Donc il y a des points aussi dans la grille de lecture de Umberto Eco qui sont intrinsèquement liés par moment, et notamment cela. Donc la guerre permanente, par exemple, c'était ça. J'essaie de démontrer point par point, avec des sources d'actualité, avec des réflexions, même avec des propos de gens qui entourent Emmanuel Macron. On a souvent ces termes qui reviennent. Comme un bon virus, pour parler en langage sanitaire, Emmanuel Macron a comme empoisonné son entourage. Son entourage parle de lui comme leader, comme chef de guerre. On mobilise sa force, on mobilise des valeurs qui nous renvoient très souvent à la guerre. Le deuxième point, pour vous donner un autre exemple, c'est l'héroïsation des individus. Tout semble lié d'ailleurs, par moments c'est intéressant, hein, sur le côté guerre, héroïsation. Je vais vous donner quelques exemples pour vous dire à quel point Emmanuel Macron use et abuse de l'héroïsation. Alors, on le sait, hein, c'est maintenant dans l'air du temps, malheureusement, c'est notamment des réflexions qui ont été très bien développées dans un bouquin qui s'appelle « La stratégie de l'émotion » d'Anne-Cécile Robert. Je vous donnerai à la fin la liste des livres si vous voulez. Hein, qui est un bouquin formidable qui réfléchit justement sur le fait qu'aujourd'hui, tout individu devienne un héros. Même dans des moments très durs émotionnellement, mais par exemple, vous prenez les attentats du Bataclan, beaucoup de médias parlaient des victimes comme des héros. Or, ça n'est pas ça un héros. C'est terrible à dire, mais ça n'est pas ça un héros. Et on est dans une société qui, en permanence, va aussi chercher ce registre-là. Il faut faire de la victime quelqu'un de puissant, ce qui est absurde, malheureusement, et ce qui n'est pas juste. Alors, avec Emmanuel Macron, on est passé au stade au-dessus. Nos militaires qui vont mourir pour sauver les intérêts français, oui, évidemment. Mais Emmanuel Macron a, par exemple, utilisé ce genre de terme pour Johnny Hallyday, pour qui il a dit qu'il fait partie de ces héros français. Au moment du Covid-19, Emmanuel Macron a dit, donc toute la reconnaissance de la nation pour les blouses blanches, il a parlé de héros également. Pour Jean-Paul Belmondo, Macron a dit, hein, il a évoqué, je cite, un frère, cousin, oncle, ami, séducteur, père hors norme, héros aux 1000 visages. Donc tout est héros. Tout est héros, tout est héros, vous me permettrez le jeu de mots avec Macron, on est aussi un peu là-dedans. Mais c'est aussi un pan, en fait, du pouvoir fasciste, d'après fasciste, si on suit la grille de lecture d'Umberto Eco. C'est aussi ça. Et c'est intéressant parce que quand on prend ces indices, quand on prend comme une sorte de nouvelle paire de lunettes, et qu'on étudie Emmanuel Macron, qu'on s'intéresse à ce qu'il fait au quotidien, vous allez voir que ça va vous sauter aux yeux, ce genre de choses. Parce que, de prime abord, on s'en fout. Enfin, on est tellement habitué à la vacuité de ce qu'ils disent, qu'on a pris l'habitude, en fait, que ça résonne comme une sorte de petite musique, finalement. Mais vraiment, je vous invite à ça, à aller chercher les signaux qui valident les cases ou pas. Souvent, ça les valide, malheureusement. Et c'est assez saisissant. Le troisième point, là aussi, qui est un sommet, c'est le populisme qualitatif. Alors, le populisme, si vous avez bien intégré ce qu'on vous a dit, c'est pas bien. C'est vilain. Hein, on est d'accord. J'espère que personne ne pense le contraire. On est d'accord. Ben, en fait, ça dépend. Parce que, comme Macron l'a dit lui-même, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Mais c'est le même peuple. Donc il faut bien le scinder à un moment donné. Et sur quelle base on le scinde? Ben, pour Emmanuel Macron, c'est assez simple. Il l'a dit, il y a ceux qui réussissent, ceux qui traversent la rue. Hein, on peut multiplier comme ça les expressions qu'il a pu utiliser. Et ceux qui ne sont rien. En temps de Covid, il y avait ceux qui étaient des bons citoyens, qui respectaient les consignes, qui mettaient le masque, assis, debout, une dose. Enfin, voilà. C'est la chorégraphie, une sorte de Macarena du vaccin, finalement. On a un peu tout eu. Ben, il y avait les bons et les mauvais citoyens. Hein, on s'en rappelle, hein, jusqu'à dire « j'emmerde les non-vaccinés ». Littéralement, enduire d'excréments. Umberto Eco ne l'avait pas théorisé, hein, le recours à la diarrhée, mais bon, vous ne pouvez pas tout faire, Umberto. Donc le populisme qualitatif, c'est ça. C'est-à-dire, on va s'appuyer sur le peuple, mais sur le bon peuple. Le bon peuple qui est celui qui fait ce qu'on vous dit. Mais il ne faut pas le dire, c'est le bon peuple. C'est le bon peuple parce qu'il se plie, parce qu'il est servile, donc il est bon. Une sorte de renversement presque nietzschéen, dans la mesure où le faible est celui qui est fort, et le fort est celui qui est faible. C'est ce qu'on nous a expliqué pendant le Covid, qui est
le symbole parfait hein, vraiment de tout ça. Donc je prends 3 points rapidement, après sur les questions-réponses, on pourra en développer d'autres hein, si vous voulez bien sûr. Mais l'idée du livre, c'était d'une certaine manière de se concentrer sur le pendant, c'est-à-dire le pouvoir Macron, maintenant, tel qu'on l'a sous les yeux, pour essayer de le décortiquer, de le vivre autrement. Mais ce serait trop facile de dire Macron c'est un vilain, voilà, il est un peu fasciste, vous validez comme vous voulez, ce serait trop facile, parce que ce mec-là n'arrive pas par hasard. Et ce mec-là n'est pas tout seul. Et ce qui est intéressant et que j'ai essayé de développer aussi dans chaque point du livre, c'est aussi d'expliquer comment on en arrive à Emmanuel Macron. Il y a quoi avant lui? C'est quoi le jour d'avant Macron? Et là, on comprend peut-être un peu mieux chaque point, chaque élément, parce que Macron a été le fruit d'un alignement de planètes médiatiques, financières, économiques et politiques. Et il est arrivé, on nous dit souvent comme une étoile filante, hein, Mozart de la finance, ça rappelle, hein, qui n'aura retenu que la flûte enchantée évidemment. Mais Macron, c'est pas ça. Macron, dès 2008, il est dans le secteur. Il y a Nicolas Sarkozy, alors président, organise une sorte de commission sur un volet des finances du pays. Jacques Attali déboule, et c'est Jacques Attali qui convie Emmanuel Macron, qui est alors un bonhomme inconnu au bataillon, banquier d'affaires, qui fait un peu parler dans les milieux d'affaires parisiens, mais politiquement aucun mandat, on ne le connaît pas, c'est un inconnu. Donc c'est un monsieur qui gravite 9 ans, enfin qui gravite dans le pouvoir français, autour du pouvoir français, 9 ans après son élection. Donc on comprend après, si on s'intéresse à ça, alors c'est pas vraiment la thématique de la conférence, mais je vous invite à regarder le travail par exemple de quelqu'un comme Marc Andevelde, qui a écrit des bouquins formidables sur la trajectoire d'Emmanuel Macron. Vous avez l'intrigant Emmanuel Macron, vous avez des titres que je n'ai pas, je vous les donnerai plus tard, qui est vraiment un mec qui a étudié la trajectoire de bout en bout, et c'est passionnant, pour comprendre comment on en arrive à Macron. Ça, c'est pour la trajectoire politico-médiatique, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi l'alignement des intérêts financiers et idéologiques qui amènent Emmanuel Macron. On va faire un petit point Godwin, on va y aller tout de suite. Hein. Le bouquin L'ordre du jour d'Éric Vuillard, qui a été prix Goncourt en 2017, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un bouquin qui raconte la rencontre entre les principaux industriels allemands et Hitler au début des années 30. Ce bouquin nous invite à vivre vraiment dans les coulisses comment s'est déroulée cette journée. Et on comprend qu'en fait, on a des industriels, enfin des capitaines d'industrie, pardon, qui sont parfaitement conscients de ce qui est en train de se jouer, qui se doutent bien que, bon, malgré le style capillaire audacieux, l'homme n'a pas l'air tendre. Ils se disent qu'il y a quelque chose qui va foirer, mais le discours est sexy. Le discours est séduisant. Quelqu'un qui vous dit on va favoriser les intérêts de l'industrie allemande, on va mettre en place, on va accroître la main-d'œuvre à votre disposition. Bon, bah, ils misent avec le résultat qu'on connaît derrière. Donc là, on est dans la Seconde Guerre mondiale, donc il faut toujours manier ça avec des pincettes. Loin de moi l'idée de vous dire qu'il s'est passé la même chose pour que Macron arrive au pouvoir. Ce serait débile, bien évidemment, mais soyons précis quand même. Mais c'est ça un alignement des planètes qui permet Emmanuel Macron. Donc, au fond, Macron est un symptôme. C'est la conséquence de quelque chose. Il n'est pas le moteur. C'est pour ça qu'on en revient à chaque fois que j'invalide mon titre. C'est quand même formidable de présenter un livre et de répéter sans cesse que le titre est bidon. Mais au fond, Emmanuel Macron est-il fasciste, oui ou non, on s'en fout. C'est le système qui a rendu Macron. Est-ce que ce système-là porte en lui des germes fascistes? Donc quand on comprend cet alignement des planètes, on peut se poser un peu la question, avec des facteurs classiques, hein. Le culte de l'homme providentiel, par exemple. On se rappelle la campagne médiatique extraordinaire de propagande, hein, soyons clairs, quand Macron est en 2016 à peine ministre de l'économie, sorti de nulle part. Et là, on y allait avec le Mozart de la finance, le président philosophe, une fois élu. France Culture avait titré ça, le président philosophe, parce qu'il a, pour tout vous dire, il a pris des notes. Il a été une sorte de secrétaire pour un philosophe français qui avait 90 ans, qui est décédé peu de temps après. C'est Paul Ricoeur, merci. Ouais, j'ai mon assistant qui est là, merci. Et mon fact-checker, vous êtes Julien Plein, peut-être. Merci. Paul Ricoeur, voilà, merci. Ça m'échappait, tu m'as vu, tu m'as grillé, bien joué. Donc, assistant de Paul Ricoeur, le mec a pris des notes. Hein. C'est tout. Et on nous a dit président philosophe. Le Mozart, on nous a parlé du Mozart de l'Élysée au sens où il faisait du piano, Emmanuel Macron. Alors, piano à queue, je ne sais guère, mais en tout cas, 3e prix du Conservatoire d'Amiens. Mozart de l'Élysée.
Et c'est sérieux. Tout ça, hein, vraiment, c'est répertorié dans un bouquin, si vous voulez, qui s'appelle L'Opération Macron, d'un journaliste belge qui s'appelle Eric Stemlen. C'est chiant à lire, mais le mec a répertorié tout le traitement médiatique de l'ère Macron depuis 2016 jusqu'à environ 2019. Donc vous avez comme un rapport de police, hein, de manière chronologique, tout ce qui a été dit, c'est sidérant. On a retenu naturellement la narration de la rencontre Emmanuel-Brigitte, hein, évidemment, hein, une sorte de Dallas d'autoscout, si vous voulez, mais il y a énormément de choses où tout a été bidonné. Ça aussi, c'est passionnant, et ça peut faire l'objet d'une autre conférence tout entière, de voir à quel point Zygmunt Bauman parle de société liquide. Nous, on a eu une campagne liquide. C'est-à-dire qu'on a fait prendre à Emmanuel Macron toutes les formes qu'on a voulu. Alors quand je dis on, c'est pas le peuple, évidemment. C'est les gens dont les planètes s'étaient alignées pour le faire monter. Mais on nous a dit n'importe quoi. Factuellement, si on regarde aujourd'hui, indépendamment de l'histoire du couple Macron, rien n'allait. Mais rien. On nous a raconté, par exemple, pour aller chercher l'électorat catholique, il avait décidé contre l'avis de son père de se faire baptiser à 13 ans. C'est tout, 2 lignes. Voilà, ça vous fait un titre, Macron et le rapport à la religion. Tout est comme ça ou presque. Donc c'est assez bluffant. Et puis, on en arrive bien évidemment au culte de l'homme providentiel, mais ça c'est assez classique. On nous l'avait fait avec François Hollande, pour vous dire à quel point que ça marche. Tu vois. Donc tout était bien en place pour que ce mec-là arrive au pouvoir. Autre exemple, banquier d'affaires chez Rothschild, ministre de gauche. Donc, ce que Bernard Tapie a raté, Macron l'a réussi, et ça passe. Et il a gravi les échelons comme ça, en étant entouré par tout ce que la France peut compter de milliardaires, évidemment. Xavier Niel, Bernard Arnault, dont les enfants étaient dans la classe de Brigitte Macron lorsqu'elle était prof à Paris. Enfin, tout l'aéropage de milliardaires, si vous voulez, notamment ceux qui détiennent les médias. La grande technique de Macron pour se mettre les médias dans la poche, c'était pas de séduire les journalistes comme avant, comme ce que faisaient les autres, hein, c'est ringard, le monde d'avant. La grande technique de Macron, c'est de séduire les milliardaires. C'est beaucoup plus simple. Il a notamment négocié le deal de rachat du Monde, en jouant double jeu, si vous voulez, entre la Société des rédacteurs du Monde et le trio d'investisseurs Niel, Pigas et Berger, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est la technique de Macron, s'entourer comme ça, profiter de cet alignement de planètes, et ça a marché. Ça a marché et ça a remarché, même en 2022. Donc à ce moment-là, on se dit, mais ok, le pendant de Macron, bon bah voilà, modestement, j'ai essayé de mettre ça là-dedans. L'avant, on le savait déjà. Je pense que vous êtes beaucoup à vous intéresser à ces questions-là. Ce que je vous dis là, ça me semble assez réchauffé. Mais dans ce cas-là, il y a quoi après Macron? Parce qu'on ne peut pas croire désormais que ce mec-là, soit va s'arrêter là, soit ne va pas laisser derrière lui, un peu comme les fraisiers qui poussent. Ils font des stolons, les fraisiers. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière Macron? Et c'est ça qui, aujourd'hui, m'intéresse le plus, parce que je vous prends le pari que ce bouquin, après 2027, je pourrais vous faire le même sur le candidat qui va gagner. Et ça, vous pouvez l'enregistrer. Je vous prends le pari parce que cette usine à fabriquer des Macrons, elle est en place. Et c'est là où je vous dis qu'au fond, je pense qu'on se focalise beaucoup trop sur Emmanuel Macron, parce qu'il n'est que le symptôme de quelque chose. Il n'est pas le moteur, il n'est pas le créateur. Il a profité d'une tendance, d'un alignement des planètes, ce que je vous disais, mais il y en aura d'autres après lui. Il va normalement devoir quitter le pouvoir, sauf s'il modifie la Constitution. Ce qui est très pratique d'ailleurs quand vous mettez à la tête du Conseil constitutionnel Richard Ferrand, qui lui-même, en juin 2024, avait évoqué la possibilité de modifier la Constitution pour faire un 3e mandat. Curieux hasard, c'est lui qui va être en posture de pouvoir le faire. Il y a aussi beaucoup de hasard dans cette histoire. Moi, je ne sais pas quoi vous dire aussi. Donc, déjà, avant de penser à l'après et essayer de vous proposer quelques réflexions là-dessus, il faut être conscient du pouvoir qu'Emmanuel Macron a entre les mains. On a beaucoup parlé là, ces derniers temps de la décision qui a été rendue sur Marine Le Pen. On peut en penser du bien, du mal, ce n'est pas véritablement le sujet. Mais quand vous avez Emmanuel Macron qui vous dit « Oui, mais attendez, il faut respecter l'indépendance de la justice. » C'est la meilleure blague de ce soir, je ne ferai pas mieux. Donc là, on comprend bien, si vous voulez, le rapport qu'il a à tout ça. Pour lui, c'est un jeu, c'est un grand cluedo, si vous voulez, et il ne s'en cache plus. L'arrivée de Richard Ferrand officialise le fait que cette machine à Macron, elle est installée, elle est prête, elle a réussi à nous faire oublier énormément de choses, à nous faire déconsidérer d'autres choses, et ils sont prêts pour la suite. Donc, partant de là, si on reste dans cette question de se dire, au fond, Emmanuel Macron, il faut s'en détacher, et qu'est-ce qui fait que notre système fabrique ce genre de gens? Il faut regarder la situation politique telle qu'elle est, aujourd'hui en France.
prends le contexte que je connais le moins mal, hein, on pourra faire une partie 2 pour la Suisse peut-être. Mais sur la France, on peut faire rapidement un petit tour d'horizon. Vous avez quelqu'un comme Sarah Knafo, qui a travaillé à la Cour des comptes, dont on sait que le temps qu'elle a passé à la Cour des comptes a été utilisé à faire du réseau. Elle a fait un stage à l'ambassade de Libye, elle a fait un stage chez Publicis. Elle a évoqué d'ailleurs, c'est un article de Libération qui le relayait, c'est une confidence qu'elle a faite et qui est arrivée aux oreilles d'un journaliste. Elle expliquait sa technique quand elle était chez Publicis. C'était au petit déjeuner d'arriver avec du champagne, le jour où elle avait un examen oral, d'arriver avec du champagne dans l'espoir de croiser ses professeurs et de l'offrir. Elle disait, mais en fait, on ne sait jamais, ça marche un peu comme ça et tout ça. Elle a un bagou extraordinaire, une capacité à faire du réseau extraordinaire. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle travaillait à la Cour des comptes, ce qu'elle n'a jamais fait. Pierre Moscovici, qui était président de la Cour des comptes à l'époque, l'avait mise en disponibilité parce que justement, elle n'en foutait pas une. Elle profitait de ce temps-là pour faire des réseaux, pour construire l'après, quoi. Et aujourd'hui, cette dame, elle arrive et elle vous dit, non mais les dépenses publiques sont mal utilisées. C'est un scandale. C'est un scandale. Il faut vraiment tailler là, tous ces gens dans les administrations qui ne servent à rien. Elle en vient, donc elle sait de quoi elle parle. Et ça ne la dérangeait pas du tout à l'époque. Je prends un exemple, on pourra développer si vous voulez après, dans la partie questions-réponses. Jordan Bardella. Voilà, monsieur hausse les yeux. Donc Jordan Bardella, donc pareil, je prends un exemple pour ne pas faire non plus de 45 minutes à chaque fois sur chaque personnage. J'essaie de prendre l'exemple le plus saillant. C'est un monsieur qui vous explique qu'il faut lutter contre le chômage. On en a marre de ces feignants d'immigrés qui ne travaillent pas. Jordan Bardella, en tout et pour tout, a travaillé en dehors de la politique 1 mois. Dans l'entreprise de son père, qui est gestionnaire d'une PME de distribution de boissons. Il vend des distributeurs de boissons, choses comme ça. Il a travaillé 1 mois. Et ce monsieur vous dit, non, mais c'est des feignants ou quoi, les gens là. Donc, là encore, et c'est le mieux placé aujourd'hui, avec en plus la potentielle inéligibilité de Marine Le Pen, c'est le mieux placé. Il faut être conscient de ce qui peut arriver au pouvoir. C'est quelqu'un qui, dans un documentaire d'envoyé spécial il y a 5-6 mois, était qualifié par son ancien coach en prise de parole de coquille vide, puis il n'a pas porté plainte pour diffamation. Donc ça en dit quand même long. Voilà. On navigue alors à gauche, parce qu'évidemment, tout le monde doit manger, Raphaël Glucksmann. Alors, au-delà de sortir avec Léa Salamé, ce qui quand même pousse à l'empathie, donc pareil, hein, c'est le fils d'André Glucksmann, philosophe des années 70, signataire d'une pétition pour la pédocriminalité, c'est quand même intéressant de le rappeler, qui, là encore, ses faits d'armes de carrière, merci papa, hein, il a été rédacteur en chef il a été intervenant dans une revue, c'est la Revue des Demandes, si je ne vous dis pas de bêtises. Il a été directeur de la revue Le Nouveau Magazine Littéraire. Ça a duré 4 numéros. Il a réussi à diviser le nombre de ventes par 4 en 4 numéros. C'est quand même assez bluffant. Il a été viré par Claude Perdriel, qui était le propriétaire du média, qui lui avait reproché son anti-macronisme. Voilà. Donc Glucksmann, voilà, c'est quelqu'un qui est très médiocre en vérité, parce que c'est aussi un point commun, c'est qu'ils sont souvent très médiocres. Mais qui a eu ce flair de se prendre de passion pour les coups d'État. C'est son truc à lui, notamment en Géorgie. Hein, il a été conseiller au début des années 2010 du président géorgien. Sa femme, qu'il a rencontrée en Géorgie, est devenue ministre en Ukraine. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais sa spécialité, c'est celle-là. C'est qu'il s'investit dans des pays notamment à l'Est. Hasard du calendrier, c'est souvent là où les Américains s'investissent. Donc c'est l'Euromaïdan. Il était dans le secteur, Raphaël Glucksmann, au moment où des sénateurs américains allaient en Ukraine pour dire non, mais attention à la Russie, évidemment, attention aux ingérences russes. Sénateurs américains qui étaient sur place à ce moment-là. Je vous laisse imaginer la contradiction. Et ce personnage-là arrive aujourd'hui et incarne une gauche assez originale, qu'on pensait avoir oubliée, qu'on pensait avoir rangée derrière nous. Mais c'est cette gauche pro-militaire qui vous dit la guerre, c'est pas bien, donc on va la mener contre la Russie. Raphaël Glucksmann, c'est quelqu'un comme ça, qui est pétri de contradictions, qui prône la souveraineté, mais qui vous dit que non, mais on ne peut pas lutter contre l'Union européenne, bien évidemment, et c'est très important d'y rester. Donc on va faire la guerre pour faire la paix. C'est parfaitement orwellien. On embrasse Jean Jaurès s'il nous écoute. On a un autre petit dernier que j'aime bien pour vous montrer que la machine à Macron a tout prévu, la machine à fabriquer des Macron a tout prévu, c'est Karim Bouamran, surnommé par le Nouvel Obs le Barack Obama de Saint-Ouen. C'est pas une blague.
Karim Bouamran est le maire de Saint-Ouen, donc la 10e ville de région parisienne, enfin de banlieue parisienne, qui est un maire de gauche, alors socialiste qui se revendique social-démocrate, donc déjà ça commence mal, et qui n'a à peu près aucun fait d'armes, si ce n'est d'avoir fait accueillir à Saint-Ouen le village olympique. Ce qui lui a valu un article du New York Times, de Die Welt en Allemagne, et le surnom de Barack Obama de Saint-Ouen dans les médias français. Pour vous dire à quel point, en plus, la propagande est grossière désormais. C'est que vraiment, pourquoi pas le Usain Bolt de Saint-Denis, enfin après, voilà, il n'y a plus vraiment de limite. Et Karim Bouamran est quelqu'un de gauche, je le redis, socialiste, et qui explique que ses enfants sont scolarisés dans le 9e arrondissement de Paris, et pas à Saint-Ouen, dont il est le maire, parce qu'il craint, je cite, je bossais là-dessus cet après-midi, donc c'est malheureusement assez frais, il craint que ses enfants aient des problèmes parce que ce sont des fils d'eux. Pas de blague sur la fin de la phrase. Donc, pour vous dire où on en est, et ce monsieur se targue d'un héritage de gauche et nous explique qu'il faut resolidifier le PS. Alors, enfin, resolidifier la gauche, il faut faire l'union de la gauche, sans LFI, sans la France Insoumise, bien sûr, parce qu'ils sont vilains. Et là, il se pose la question même sans les écolos. Pour vous dire à quel point Karim Bouamran, c'est le flotteur gauche de la Macronie, pour reprendre ce que dit Pierre-Yves Rougeron de temps en temps. Donc voilà, on pourrait aller chercher d'autres personnages. Je vais être économe de votre temps et pas parler des héritiers directs d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, qui sont tous sur la ligne de départ pour 2027. En France, la situation est terrible, mais ils sont tous là en train de se dire non, mais qui y va en 2027 quoi, pour vraiment bien finir le boulot. Donc on pourrait passer des heures aussi là-dessus, mais vous les connaissez. Et dans la mesure où on parle des héritiers d'Emmanuel Macron, c'est comme les pommes pourries, elles tombent jamais loin de l'arbre. À l'étranger, c'est pas beaucoup mieux. Alice Weidel, du côté de l'Alternative for Deutschland, pardonnez-moi l'accent, qui est l'extrême droite allemande, pareil, on ressuscite tous les mythes. En plus, en Allemagne, là, t'es dans le quartier, quoi. On nous dit que c'est l'extrême droite la plus radicale qui est de retour, l'extrême droite traditionnaliste. Alors, c'est une dame qui est lesbienne et dont la compagne est originaire du Sri Lanka. Ce qui est tout à fait son droit, bien évidemment. Mais quand on vous dit que c'est la nouvelle Hitler sans la moustache, personnellement, j'ai mis des doutes. Giorgia Meloni, même chose. Avant son arrivée au pouvoir, c'était Mussolini avec un brushing, c'était catastrophique, c'était le retour des années 30, le retour des chemises brunes, et finalement, elles sont copines comme cochonnes avec Ursula von der Leyen. Et Ursula von der Leyen nous a dit que finalement, on s'en accommode plutôt bien, à tel point qu'aux dernières élections européennes, elles ont fait une alliance en vue de gagner le plus de sièges pour un parti droit, extrême droite au Parlement européen. Bref, je passe un peu vite sur tout ça parce que vous avez compris que malheureusement, cette usine à Macron dépasse nos frontières. On peut même aller jusqu'au cas de Viktor Orban, dont on a fait le grand vilain du film, mais qui, là encore, quand vous scrutez son œuvre, n'est pas le grand méchant du film. Pour vous donner un exemple simple, quand l'usine à Macron voit quelque chose qui n'est pas sorti de ses chaînes de production, c'est ce qui s'est passé en Roumanie, avec Călin Georgescu. Vous avez quelqu'un qui est véritablement anti-système. Là, c'est pas comme on dit de Bardella pour s'exciter un petit peu le samedi soir. Là, vous avez quelqu'un qui vous explique que l'Union européenne est une catastrophe, qui a des positions assumées contre l'OTAN, qui a critiqué ouvertement, dès la période du Covid, les mesures qui étaient mises en place. Vous avez quelqu'un qui n'hésite pas à évoquer les élites pédocriminelles qui dirigent nos pays. Donc, voilà, il s'appelle câlin, mais c'est vrai que ce n'est pas le thème. Bon, bah lui, il remporte le premier tour des élections en Roumanie, il y a de ça 3 mois. Il fait environ 20% alors qu'il était testé à moins d'1% dans les sondages. Donc, pas de bol. Et on a annulé l'élection. On a annulé l'élection parce que ingérence russe sur TikTok. Je vous laisse réaliser, je bois un coup. Donc peut-être bientôt les manœuvres chinoises sur Uber Eats. Enfin, voilà, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Mais on nous a dit ingérence russe sur TikTok. Donc l'élection a été annulée. Ils ont dit mais vous inquiétez pas, on va mettre ça entre les mains du Conseil constitutionnel roumain. On va les refaire. Sauf que Călin Georgescu était toujours dans le secteur et ça a motivé les gens à voter pour lui. Donc ils ont dit non mais ce qu'on va faire, c'est qu'en fait il ne pourra pas se présenter. Et c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont inventé des histoires de pognon qui étaient cachés, on ne sait où, un homme de main qui était chargé de sa sécurité, qui se retrouve avec des armes chez lui, ce qui est peut-être vrai, je veux dire, sans aucun doute, mais là c'était très grave. Là c'était très 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 grave. Et Călin Georgescu n'a même pas pu se présenter.
Donc ça, c'est un opposant au système. C'est peut-être une lecture un peu binaire que je fais de la situation, mais on ne peut plus se leurrer nous-mêmes à croire de temps en temps à ces candidatures où ça a le goût un peu du piment, mais c'est du poivre, c'est du mauvais poivre. On a l'exemple de Khalil Georgescu qui nous démontre que quand le système ne veut pas que vous vous présentiez, vous ne vous présentez pas. Donc Marine Le Pen, qui est inéligible pour faire un toboggan encore plus rapide pour Jordan Bardella, ça n'est pas une opposition du système. Ça n'est pas une volonté du système de les faire taire. Ça n'est pas ça. Donc, pour dire que finalement, avec cette usine à Macron qui tourne à plein régime, on est véritablement dans un moment urfasciste. Dans la mesure où ce qu'on présente être le fascisme, on le présente sur des individus. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, ça va être lui, selon les intérêts du système. Mais quand on estime que le fascisme, c'est un système politique dans lequel on fait taire les opposants, qu'est-ce qui est fasciste? Les candidats que l'on suppose de fascisme, ou le système, par exemple, européen, qui interdit à des Khalil Georgescu de se présenter. Et c'est là où il me semble que la question doit être inversée, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cet usage permanent du fascisme, déjà, a le danger premier d'être une histoire à la Pierre et le loup, c'est-à-dire que j'ai vu un loup, j'ai vu un loup, j'ai vu un loup, puis le jour où le loup est là, on n'écoute plus Pierrot. Pierrot, il va se faire voir, et sauf qu'il y a vraiment un loup. Donc déjà, ce chantage nous met en situation assez périlleuse. Mais surtout, ce chantage nous empêche de renverser la situation. Aujourd'hui, les gens qui contrôlent les médias, ce sont les oligarques. Ce n'est pas les fascistes supposés. Les gens qui font taire des partis d'opposition, ce n'est pas Marine Le Pen ou je ne sais qui, des gens que l'on suppose de fascisme. Que l'on suspecte de fascisme. Les gens qui, par exemple, ont recours à un discours de guerre permanent, ce n'est pas les candidats que l'on soupçonne comme ça dans tel ou tel pays. On a une logique systémique qui fait que nous sommes dans un moment urfasciste par rapport à ça. Mais un système qui est plus large, et là, libre à chacun de trouver le nom, il n'y a pas d'ennemi identifié, mais on voit que c'est un système assez occidental, articulé autour des intérêts de l'OTAN, donc de l'Union européenne. On peut remonter l'histoire de la création européenne qui est assez passionnante. On a eu quelqu'un comme Jean Monnet qui avait le malheur de porter bien son nom, qui est au cœur de la création européenne, qui était, excusez-moi, mais lui pour le coup, le vilain du film. Vendeur d'alcool, qui a arrêté l'entreprise de son père, qui avait un pied du côté des États-Unis et un pied en Europe, qui a contribué à la construction européenne et qui était très clairement, dont les visées étaient claires dès le début, que l'Union européenne était ce qui allait permettre aux États-Unis d'avoir la main mise sur l'Europe. Ça a été le grand combat du général de Gaulle avec l'AMGOT, pour vous la faire vite là-dessus, qui était un projet américain de colonisation de pays européens. Je pèse mes mots, véritablement. Les GI américains, ce qu'on ne sait pas tout le temps, ont débarqué sur les plages françaises avec ce qui s'appelait des billets drapeaux bleu, blanc, rouge. Et le but était d'installer très rapidement une monnaie en France émise par les États-Unis. C'est ce qui a marché en Italie. En Italie, avec le soutien d'ailleurs de la mafia. Le projet américain était très très clair. Et le grand combat de De Gaulle, c'était ça. C'était d'éviter que la France devienne une colonisation américaine. 10 ans plus tard, De Gaulle refuse de se rendre aux commémorations du débarquement. Sur ce motif-là. De dire, je ne vais pas me rendre à ce qui aurait pu faire de la France une colonie. Il le dit à Alain Perfit, sauf erreur. Donc, pour vous dire que, au fond, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, est la matérialisation de cette petite parenthèse historique sur le fait que c'est la mise en place des volontés d'un système occidental dirigé par les États-Unis et qui nous amène à cette fabrique à Macron, mais qui, plus largement, installe véritablement un moment urfasciste. Dans la mesure où, en haut de la pyramide, là où on n'a pas vraiment envie de regarder, en haut de l'échelle, c'est de là que partent ces volontés, c'est de là que partent cette mise en place politique, avec des volontés différentes. Quelqu'un comme Johan Chapoutot, par exemple, qui est un historien du nazisme français que j'aime beaucoup, qui fait un travail passionnant, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Libre d'obéir », où il explique les liens entre le management contemporain et les méthodes qui étaient appliquées dans les camps. Il faut se mouiller la nuque. Je le résume très rapidement, mais c'est véritablement passionnant et plus complexe que ce que je vous dis là. Mais ce monsieur, par exemple, fait une lecture où il explique que toute cette mise en place politique dans les pays occidentaux dominés par les États-Unis ont des visées néolibérales. Que pour lui, tout s'explique par ça. Chacun peut y mettre son interprétation. C'est là où je vais vous abandonner un peu en fait sur la réflexion, d'expliquer que pour moi, nous sommes dans un moment urfasciste, mais qui ne vient pas de là où nous regardons, qui vient de
là où on décide de mettre les gens que nous regardons. Donc, pour autant, ce que je trouve chouette dans ce moment-là, c'est que c'est très positif. C'est que c'est un moment qui est plein d'espoir. Dans la mesure où un Macron, par exemple, l'arrivée d'une Mélanie au pouvoir, nous montre que toutes les cartes sont sur la table. Alors certes, le système a un très beau jeu. C'est toujours pas nous qui décidons. Mais nous avons la possibilité d'être lucides sur ça. Et de comprendre que, au fond, on a tous nos idées, nos idéologies, hein, gauche, droite, extrême droite. Mais c'est le meilleur moyen, tant que nous nous regardons dans les yeux en disant « oui, mais toi, la France insoumise, donc tu es antisémite. Ah oui, mais non, c'est toi, extrême droite, qui est antisémite. Ah oui, mais c'est pas un peu l'écolo. Enfin, tant que les gens se battent à hauteur d'individus, ça gagne du temps, on est bien. Mais quand les gens commencent à se dire que, attention, parce que le système dans lequel nous sommes est un système justement établi pour que on rentre parfaitement dans le diviser pour mieux régner, à partir de là, quand les gens se disent « attendez, pause », qu'est-ce qui fait qu'on en est là? C'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, vous avez eu des gens qui n'avaient rien à voir entre eux, sur le plan socio-démographique, sur le plan politique, sur le plan de l'âge, provenance géographique, et qui se sont dit, en fait, on va mettre tout ça de côté un temps, et on va regarder en haut. On va se retrouver sur un rond-point, on va mettre un gilet jaune, et on va se battre ensemble contre la raison pour laquelle nous sommes tous pas contents, pour des raisons diamétralement opposées. Donc, pour moi, ça, c'est porteur d'espoir. C'est porteur d'espoir parce que le système accélère, si on prend ce qu'on a connu en France ou en Suisse, hein. Vous prenez en l'espace de 5 ans, on a connu le Covid, l'Ukraine, et là un krach boursier au moment où je vous parle. Mais bon, ça à la limite pour l'instant on ne sait pas trop. Mais on a connu des événements fous qui à chaque fois reprenaient la même dynamique, comme une musique bien réglée, de propagande, de création de la peur, de division des individus, les pro-Poutine, les pro-masques, les anti-Ukraine, les anti-vax. Tout est calibré à chaque fois de la même manière. Et ça, c'est porteur d'espoir. Parce que la lucidité est la première des armes. De dire, non, non, mais attends, tu adhères à ça, je respecte, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, je vais prendre un peu de recul, je ne vais pas me mettre sur la gueule avec mon voisin ou le mec dans le bus qui ne pense pas comme moi, parce qu'en vérité, c'est exactement le but que l'on se mette sur la gueule. Donc, je pense que, pour finir tout court, ce qui se passe, et là, c'est peut-être le moment où je suis le moins sûr de ce que je vous dis, mais j'ai envie d'y croire, c'est une sorte de mai 68 à l'envers. Dans la mesure où, qu'est-ce qui a abouti à mai 68? La mondialisation heureuse. L'inverse de ce que voulaient au départ les gens de gauche, où il fallait défendre les intérêts. Enfin, c'était à l'époque où les communistes expliquaient, à l'époque de Georges Marchais en France par exemple, qui expliquait qu'il fallait privilégier l'intérêt de l'ouvrier national sur l'ouvrier étranger, donc comme quoi tout a bien changé. Mais à l'issue de mai 68, on a ouvert la voie à la mondialisation effrénée que nous connaissons. Tout l'inverse d'un discours de gauche, d'une certaine manière. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans ce moment-là où on a bien senti, on a bien cerné qu'il y avait un retour au patriotisme, un retour à la souveraineté, un retour à la question des frontières, un retour à la question de la culture. On a compris que l'immigration pouvait avoir un impact sur la culture. Comment on gère ça? Et bien, les mêmes gens qui ont contribué à ça dans leur propre parti, pas forcément en tant qu'individu, mais des partis de droite, des partis de gauche, qui ont contribué pour les pays européens à intégrer l'Union européenne, qui ont contribué à permettre cette immigration, à permettre ce développement économique, à permettre ce dont nous pleurons les conséquences aujourd'hui, ces mêmes gens se retournent en vous disant « Non, non, mais oula, mais vous avez raison. C'est vrai, on n'avait pas pensé, mais vous avez raison. » Donc vous avez la droite qui remuscle son jeu. On avait eu le RPR de Chirac qui était déjà très dur, l'UMP finalement ça allait. Et là aujourd'hui vous avez Bruno Retailleau, une sorte de Papy Schulz, quoi, Papy Schulz à la française, hein, de Vendée, qui nous dit non, mais en fait, vous avez raison, c'est vachement important. Et l'islam, c'est pas si bien que ça. Sur les questions économiques, c'est pareil. Ah oui, effectivement, c'est un peu la merde en ce moment. On va durcir, on va privilégier l'industrie française et tout ça. Ces gens-là qui ont voté, par exemple, le traité de Maastricht, pour vous donner qu'un seul exemple. Et certains, véritablement, en plus. Hein, certains étaient là en 92 et sont toujours là. Donc, je pense qu'on est dans ce mai 68 à l'envers, où le système a bien cerné ce qui fait les aspirations des gens aujourd'hui, qui sont des aspirations, entre guillemets, d'enfermement sur soi. Et après avoir leur expliqué que ce n'était pas bien, pour aller dans le sens de ces gens, tous les partis politiques s'y mettent. Donc on va nous sortir des candidats qui vont dans ce sens-là. Et le plus dangereux pour moi, et vraiment pour finir sur ça, je le disais tout à l'heure, c'est l'aveuglement volontaire. C'est véritablement, à la lumière de ce que je vous ai dit, qui n'engage que moi, et que mon avis, on en débattra volontiers après, le plus dangereux et qui donne raison à ce système-là,
c'est que les gens se divisent entre eux. Que les gens se disent, mais en fait, t'avais pas vu, mais Bardella, c'est super parce qu'il est frais, il a tout compris. Mais non, en fait, c'est Glucksmann. Mais non, on refait en fait la musique. Comme vous savez, les tubes des années 80, tu le fais en 2005 avec un peu plus de basse électro, et ça passe. Et c'est pareil, c'est pareil. Si on continue à s'aveugler, si on continue à se dire que non mais là vraiment il y a des bonnes raisons d'y croire et de dire que ceux qui n'y croient pas ont tort, ça va avancer. C'est vraiment ce qui me semble le plus effrayant, mais à la fois le plus positif dans la mesure où quand on en prend conscience, on voit que la question n'est pas Emmanuel Macron est-il fasciste, mais est-ce que ce système-là qui l'a permis est fasciste? Et la prise de conscience empêchera que le prochain livre ce soit Bardella ou Glucksmann est-il fasciste? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.